Bonsoir à tous. Face à la mer à Gorée, il a perdu la vie. Face à la mer à Soumbédioune, il a été enterré. Sa vie, c'est comme un film court, retentissant, mais bouleversant. N'oublions pas que le révolutionnaire Robert Blondin Diop est un acteur de film, auteur également de son propre destin. Bouillant étudiant, fervent révolutionnaire. 11 mai 1973, il décède, suicide ou assassinat. Un auteur mène une enquête, une si longue enquête ou cette si longue quête, vie et mort d'Omar Blondin Diop. Préface de Boubacar Boris Diop, l'auteur Florian Bobin est avec nous. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir. Merci de me recevoir. Mais c'est immense comme enquête, immense. Pourquoi cette personnalité-là, ce personnage vous a happé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un coup de foudre ou pas? C'est une icône insaisissable de l'histoire politique du Sénégal qui jusque-là restait cantonnée à quelques images. On connaît cette image de lui en train de lire l'International situationniste, cigarette en main. On connaît cette image aussi de lui jouant dans La Chinoise, ce film de Godard. Mais en fin de compte, ce n'étaient que des fragments, un peu dissipés. Et j'ai tenté, à travers cette enquête, à travers ce récit, de rassembler ces différents fragments, à la fois de l'écrit, de l'oral, pour tenter d'en faire un. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mener une enquête? Parce que c'est une longue enquête. Pourquoi ce travail de fourmilière? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? C'est d'abord la mort, les conditions de sa mort, évidemment, ouais. qui sont mystérieuses, qui sont controversées. Et en fin de compte, à l'aboutissement de cette longue enquête, je peux, sans grande hésitation, partir sur la thèse d'un homicide en prison. À partir de cette mort tragique, je me suis rendu compte derrière que en fait, Omar Blondin Diop avait vécu une vie assez exceptionnelle, en si peu de temps. 26 ans. 26 ans, Ouais. sachant qu'il a été emprisonné à l'âge de 24. Ouais. Donc tout ce qu'on connaît de lui, c'est jusqu'à ses 23 ou 24 ans. Et donc il a vécu une vie entre deux continents, entre plusieurs pays, entre différents mondes, intellectuels, militants, littéraires, de la rue aussi, puisqu'il a été actif dans des militants, dans des manifestations de rue. Et donc c'est toute cette vie que j'ai tenté de consigner dans cet ouvrage. Courte vie par l'âge, longue vie par ses œuvres. Il y a la préface de Boubacar Boris Diop qui marque un peu un marqueur historique, permettez-moi de la répétition. C'est le premier ouvrage scientifique, un demi-siècle après la mort d'Omar Blondin Diop. C'est pourquoi le personnage, quand on fait une enquête, il y a des choses qui sont mystérieuses, il y a des entretiens à faire, c'est un travail de fourmilière, parfois impossible même pour les chercheurs qui rebroussent chemin en plein chemin de quête, d'enquête, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça m'a pris 5 ans à écrire ce livre. Et j'avais entamé ce projet en 2018. Et ça a été de très longues années, avec des doutes, avec des incertitudes, des moments où je me suis dit mais où est-ce que je vais dans ce chemin. Mais en fin de compte, j'ai toujours eu cette foi de me dire que c'était important de laisser ce livre, cette enquête Comme devoir de mémoire. Absolument, absolument. Et je suis rentré en fait dedans aussi par frustration qu'il n'y avait pas eu de livre avant. J'aurais voulu ne pas l'écrire ce livre, mais je me suis rendu compte 45 ans après sa mort qu'il n'y en avait pas eu. Et moi, dans mon parcours de recherche en histoire, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Ouais. Il y a le choix de la narration, la forme de l'œuvre. C'est important ce choix-là, de narrer l'histoire d'Omar Blondin Diop comme un roman. Vous êtes comme un romancier et vous êtes historien, témoin du présent. Hein? Moi, je le caractériserai comme étant un récit. Donc c'est pas un roman, j'évite de verser dans le roman vrai, ce style qui est parfois un peu à la limite de l'histoire et de la fiction. Mais pour moi c'est important de narrer cette histoire de cette façon-là, puisque l'histoire d'Omar Blondin Diop est une histoire avec des couleurs, avec des sons, avec des visages, avec du mouvement. Et le style académique peut parfois être inaccessible, avec des notes de bas de page à foison. Et donc j'ai décidé de séparer le récit de la section source. Vous retrouverez l'ensemble des sources que j'ai mobilisées au cours de cette enquête. Effectivement, ce style du récit, pour moi, est important
pour pouvoir aussi le diffuser de manière vivante, quoi. Et il est plus digeste avec ce style. Il a un visage indolent, mais une œuvre immense, immense, qui a fini malheureusement par la violence. Nous allons commencer par la fin de l'enquête au Fort B, à Gorée. Nous sommes en mai 1973. Il a été incarcéré, de même que Alussal Plauma, de même que son frère. Pensiez-vous qu'un génie, qu'un homme d'esprit comme Omar Blondin Diop allait verser dans la violence? Il y a eu plusieurs moments de radicalisation, il y a eu des moments de bascule. Oui. Il faut comprendre qu'à l'époque, la première des violences telle qu'elle était perçue par toute cette jeune génération, c'était la violence de l'impérialisme et de cette violence d'État-là, qui parfois était sournoise, qui parfois se montrait sous des formes diverses, les déguerpissements, les arrestations, les licenciements. Ouais. Et cette violence-là était perçue comme nécessaire, du moins il semblait nécessaire pour cette génération au bout d'un moment de répondre à ce que eux appelaient la violence réactionnaire par la violence révolutionnaire. C'est vrai que lui a été radicalisé au moment de l'arrestation de deux de ses frères qui ont été arrêtés. Diallo Diop, ouais. Diallo Diop et Mohamed Blondin Diop, en marge d'une visite du chef de l'État français Georges Pompidou en visite à Dakar. Ils avaient tenté ce projet un peu fou de porter une attaque au cocktail Molotov qui n'a pas abouti, mais cette arrestation préventive a créé chez Omar cet aîné d'une fratrie de 11 frères, ce besoin impérieux d'aller à la rescousse de ses frères. Il faut noter d'abord que le premier de ses réflexes n'était pas d'aller sur une formation à la lutte armée. Ouais. C'était d'abord d'essayer de mobiliser les moyens politiques et diplomatiques pour tenter de faire pression sur le régime de Senghor de l'époque. Il a donc rencontré notamment Samir Amin, Aimé Césaire, pour essayer de faire une sorte de diplomatie et ça a échoué. Des coulisses, et ça a échoué, ouais. Effectivement. Oui, avec Césaire, qui n'a pas voulu signer son texte-là, pour donner une aura un peu à leur lutte. À Gorée, c'est une question fermée. A-t-il été tué? Ma conviction est qu'effectivement, il a été victime d'un homicide, qu'il soit volontaire ou involontaire. Le résultat est le même, celui-là, qui est que Omar Blondin Diop est mort sous les coups de ses geôliers. Les circonstances sont violentes. La mort, l'enterrement, sans l'assistance même de ses proches. Ces circonstances-là, elles sont tragiques. Oui, tout à fait. Le ministre de l'Intérieur, Jean Collin, ancien administrateur de l'administration coloniale française, était effectivement embarrassé, pour dire le moins, si ce n'est, il fait partie des suspects dans cette affaire. Il a effectivement refusé à ce que la famille assiste à l'enterrement. L'enterrement d'Omar Blondin Diop s'est fait en présence de policiers anti-émeutes, les GMI, en la seule présence du père d'Omar Blondin Diop, sans que la procédure habituelle soit respectée. Collin a-t-il agi seul? Parce que vous montrez également les regrets de Senghor quand on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Collin a-t-il agi seul? Était-il un super premier ministre qui agissait seul sans l'aval du président de la République? Il n'agissait pas seul, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait la haute main sur les prisons à l'époque en tant que ministre de l'Intérieur. Il avait d'ailleurs été nommé au ministère de l'Intérieur quelques mois après l'arrestation des frères d'Omar Blondin Diop au printemps 1971. Et donc c'est dans ce contexte qu'effectivement Collin avait un rôle prédominant dans l'appareil de l'État. Maintenant qu'il agit seul, non. Évidemment, il y a une superstructure derrière, il y a une administration policière et pénitentiaire qui fait que les geôliers ont décidé de proférer les coups sur Omar Blondin Diop et que derrière, il y a une administration qui a avalisé la propagande qui s'en est suivie, quoi. Les regrets de Senghor, ils sont sincères, vous qui aviez mené l'enquête? Je pense que oui. Je pense que les regrets de Senghor étaient sincères. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires que l'on a sur cet épisode. Quand Senghor a appris le décès d'Omar Blondin Diop, certains disent qu'il a versé des larmes, qu'il était un peu... Ouais. C'est ça? Oui, je tiens cela effectivement d'un des frères d'Omar Blondin Diop, qui, de sources sûres, effectivement a
été témoin de ces quelques larmes versées par Senghor au creux de sa fenêtre. Je pense que les regrets du poète étaient sincères, mais les prérogatives du président ont pris le dessus. Et très rapidement, il a défendu la thèse officielle du suicide. Oui, c'est ça le paradoxe au fait. Il a défendu la thèse du suicide alors qu'il y a eu des regrets. Oui, mais c'est les contradictions des êtres humains et aussi de cette fonction de président de la République en même temps qu'homme de lettres qu'il a été. Et effectivement, il est parti jusqu'à Paris faire une conférence de presse au début du mois de juin pour défendre cette thèse. Il a ensuite, quelques semaines plus tard, dans un conseil national de l'UPS, l'ancien Parti socialiste, son parti, le parti unique à l'époque, a défendu cette thèse ardemment, en estimant qu'il y avait des intellectuels, notamment africains, qui s'étaient vendus à la solde de l'impérialisme français pour essayer de déstabiliser le Sénégal. Omar Blondin Diop combattait-il le poète ou le président? Le président. Le président. Évidemment, le président. Il aimait le poète, c'est ça? Pas beaucoup. Pas nécessairement. Parce qu'il ne croyait pas à cette négritude innocente et indolente. Effectivement. Il était plutôt dans ce rejet de la négritude, ou du moins dans la négritude telle qu'elle s'est matérialisée dans les années 60. Puisque la négritude des années 30, la fin des années 20, le début des années 30, se matérialise dans un contexte bien spécifique, celui du Paris d'entre-deux-guerres, à un moment où les luttes de libération nationale commencent à germer. Mais c'est un contexte historique qui fait que, effectivement, après le Harlem Renaissance dans le New York des années 20, ce mouvement naît. Dans les années 60, c'est une négritude d'État qui est imposée du haut, qui n'est pas en réaction face à la violence de l'État français, et qui s'est matérialisée notamment par le FESMAN. Le FESMAN qui est vécu par nombre de militants de cette génération comme étant aussi une incarnation par les conditions dans lesquelles il a été organisé. En 1966. En 1966, d'une violence d'État. Parce qu'il faut savoir qu'en marge du FESMAN, il y a un ensemble de marchands ambulants qui ont été déguerpis, d'une part, pour ouvrir les voies des visiteurs étrangers, mais aussi il y a eu des rafles d'opposants politiques à Senghor dans les semaines et dans les mois qui ont précédé. Et donc en fait il y a parfois cette contradiction entre une génération qui elle a vécu l'occupation coloniale, qui a vécu la naissance de cette négritude, avec aussi la naissance de présence africaine dans les années 40 plutôt, cette maison d'édition et cette librairie dans le Paris de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis cette nouvelle génération qui est désillusionnée par les retombées de l'indépendance nominale et qui conteste le poète jadis qui est devenu président. C'était quel type de révolutionnaire Omar Blondin Diop? On a vu que sa révolution n'a pas de frontières, ça a commencé à Paris, il est allé en Syrie, en Algérie, à Bamako, en Côte d'Ivoire, etc. C'est quel type de révolutionnaire? Parce qu'on parle un peu que quelqu'un c'est un révolutionnaire. C'est quel type de révolutionnaire Omar Blondin Diop? C'est un révolutionnaire qui est empreint dérivés du marxisme de l'époque, des années 60. Le marxisme qui était donc sous ses différents dérivés, très présent auprès des étudiants et des milieux estudiantins, mais il n'était pas enfermé dans une chapelle. Il était allergique à l'embrigadement. Donc il s'est tantôt intéressé au marxisme-léninisme sous sa forme plus conventionnelle, communiste, donc plutôt arrimé sur l'Union soviétique, mais très rapidement il s'en est départi, puis au maoïsme, la variante chinoise du marxisme. Il s'est intéressé au trotskisme, à l'anarchisme. Donc c'est au situationnisme, c'est dans cet univers-là, cette constellation marxiste par laquelle il est passé. Un peu plus tard, à son retour au Sénégal, en 1969-1970, il s'est évidemment intéressé au panafricanisme, à ce projet vaste, politique, culturel, économique, d'unité continentale de l'Afrique. Et tout ça dans une perspective internationaliste. Il n'était ni simplement au Sénégal, ni simplement en France. Il a voyagé, comme vous l'avez mentionné tantôt, au Mali, en Guinée, en Gambie, en Algérie, en Syrie. Il était en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne. Il était en contact avec des militants et des intellectuels aux États-Unis. Il était opposé à un contexte d'agression américaine au Vietnam. Il était opposé à cette guerre au Vietnam. Il était aussi solidaire de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Bref, c'est, disons, un militant révolutionnaire empreint de marxisme avec une vision internationaliste. L'année 1968, c'était un tournant dans sa vie de révolutionnaire. Absolument, absolument. 1968, je pense, a été un tournant et a été un marqueur pour beaucoup de jeunes de cette génération.
Ce livre essaye d'esquisser aussi le portrait de cette époque, des rêves fous. Il était en première ligne. Et il était là à Paris. Il était là en tant qu'étudiant à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, donc cette grande école française. Également à Nanterre, l'université Paris-Nanterre qui a été fondée après la guerre d'Algérie, dans un contexte aussi géographique où les bidonvilles algériens entouraient le campus. Et donc il y avait cette prégnance aussi des reliques et des retombées de l'histoire coloniale française en France. Omar Blondin Diop était dans les manifestations, était dans les assemblées générales, dans les amphis. Il était effectivement parmi les personnalités reconnues. Mais surtout, ce qu'il est important de noter, je pense, c'est toujours cette dualité, ou en tout cas cette pluralité de son identité, puisqu'il c'était un Africain, un Sénégalais en France, à une époque où il y avait à peu près 10 000 étudiants africains en France, et pourtant il était aussi engagé auprès de ses camarades français. Ouais. Dans le même temps, un peu plus tard, après 68, il s'engagera avec la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, ainsi que l'Association des étudiants sénégalais en France. Donc il avait ses pieds dans les deux mondes. Ce qui fait tilt dans cet ouvrage, dans cette quête, dans cette si longue quête, c'est sa détermination, son abnégation à aller jusqu'au bout de ses idées. Peut-être suicidaire même. C'est ça, Omar Blondin Diop. Oui, il était convaincu, ouvert évidemment à la contradiction, mais c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout, effectivement, jusqu'à aller dans ce projet de formation à la Lipter Med. Son voyage en Syrie, quand il se faisait former dans les guérillas, on voit un peu qu'il y a un fossé entre les révolutionnaires d'aujourd'hui et ceux d'hier, si on peut se permettre cela. Oui. Le contexte... D'abord des intellectuels, des lecteurs, oui. Des rats de bibliothèque. Oui, des lecteurs. Et quelle génération? Oui. Non, tout à fait. Omar Blondin Diop était peut-être avant tout un intellectuel, mais un intellectuel qui a su se mettre au service aussi des masses laborieuses. Et je pense que c'est ça la richesse de son parcours, c'est que assez rapidement il s'est rendu compte, autour de 68, mais 68 et après, puisqu'il a été expulsé de France pour son engagement politique, que l'intellectuel qui reste dans sa forteresse, qui reste dans sa chaire de recherche et qui ne va pas au contact des masses et qui n'interagit pas et qui n'est pas en fait, qui ne fait pas partie de celle-là, ne peut qu'être voué à une déconnexion fatale. Et donc effectivement, il lisait énormément, il prenait beaucoup de notes, on a pu récupérer quelques-uns de ses manuscrits, mais effectivement c'était un intellectuel qu'on pourrait considérer comme organique et qui est allé au bout de ses convictions jusqu'à, par amour de ses frères et par solidarité avec ses camarades emprisonnés, aller jusqu'à la formation à la lutte armée. Mais en tout cas c'est un personnage complexe, avec plusieurs facettes, que j'essaie de retracer dans... C'est une fameuse expression qui a une popularité politique aujourd'hui, don de soi pour la patrie, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Il était en mission. C'est le don de soi pour son pays, pour... Il pouvait négocier, trouver des consensus, oui, de mauvais raccourcis. Mais c'était pas dans l'air du temps. Oui, c'est ça. L'esprit de 68 est vraiment un esprit de rupture totale. De rupture avec les vieilles structures, de rupture avec les vieilles méthodes. Certains par la suite se sont ravisés, mais lui est resté dans cette logique que seule la lutte libère et que, pour reprendre le slogan de 68, soyez réaliste, demandez l'impossible. Il est interdit d'interdire également. Il y a un effet miroir entre Omar Blondin Diop, le passé et le présent. Je disais tout à l'heure qu'il a une longue vie. Aujourd'hui, est-ce qu'il a inspiré des générations, Omar Blondin Diop? Est-ce qu'il a inspiré des générations? Oui, et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, si vous regardez les murs de Dakar, à Mermoz, à Lifan, Omar Blondin Diop figure parmi ce panthéon des résistants, anti-impérialistes, anticolonialistes. Et il inspire jusqu'aujourd'hui dans les arts, dans la peinture, dans le graffiti, dans le cinéma. 2 films ont été réalisés sur lui, dans les expositions. Effectivement, c'est une figure qui revient par fragments, une forme d'icône qui, dans ses détails, parfois est méconnue, mais qui, en substance, je pense, renvoie à un imaginaire d'intransigeance.
d'une figure qui n'a pas voulu justement troquer ses idéaux, ses convictions, son intégrité pour les sirènes du pouvoir, ou en tout cas pour des privilèges quelconques. Seriez-vous d'accord avec moi que cette figure-là devrait être plus publicisée, plus valorisée? Je le pense, oui. je le pense. Je pense que son histoire, non seulement est riche d'enseignements, oui. Par simple déjà devoir de mémoire, de recherche historique, son histoire devrait effectivement être mieux connue, mais aussi pour ce que son destin raconte du présent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on sort d'une longue séquence de violences politiques de ces 2021, années. Absolument. Et son destin tragique rappelle aussi celui de dizaines de jeunes qui ont péri dans des manifestations politiques. Oui, Boubacar Boris Diop, dans un préface, nomme des personnes, Didier Badji, François Mancabou, etc., fait un peu un prolongement entre le passé et le présent. Absolument. Absolument. Et ce destin rappelle aussi l'impératif de justice, à la fois pour ces figures historiques, mais aussi pour celles qui, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, ont fait les frais de la violence d'État. Et donc, comme Boubacar Boris Diop le rappelle dans ses préfaces, cet impératif de justice passe aussi par la rouverture du dossier sur la mort d'Omar Blondin Diop, mais aussi la nécessité de statuer sur le cas de ceux qui, aujourd'hui, en sont victimes. Vous croyez à cette réouverture du dossier Blondin? J'y crois. J'y crois, en tout cas, je fais partie de ceux Est-ce qu'il y a des balbutiements, des trucs qui se passent en sourdine par rapport à cette réouverture du dossier de Blondin? Pendant très longtemps, on peut dire que c'est une affaire d'État. Les affaires d'État, généralement, restent des affaires d'État. Effectivement. J'ai espoir, en tout cas. C'est vrai que ces 10 dernières années, la famille, à partir du 40e anniversaire de la mort d'Omar Blondin Diop, a fait une demande officielle de réouverture du dossier. Il y avait initialement, au tout début du régime de l'ancien président Macky Sall, une fenêtre, une ouverture possible pour évaluer ce cas. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'espère qu'avec les nouvelles autorités, il y ait une prise en compte, non seulement du patrimoine historique, mais aussi du devoir de mémoire historique face à ce cas. Et effectivement, malheureusement, le juge qui était chargé de l'affaire à l'époque, Moustapha Touré, est décédé il y a quelques années. Mais il y a encore quelques acteurs qui sont impliqués dans cette affaire. Et je pense que justice devrait effectivement être faite. Les avez-vous rencontrés, ces personnes-là, ces acteurs? Oui, je les ai rencontrés. Ils ont exprimé des regrets ou pas? Alors, j'en ai rencontré quelques-uns, mais en tout cas ceux qui sont directement impliqués ne sont pas accessibles. Après avoir fait cette enquête, moi, après avoir lu cette grande enquête, je me suis dit, quel gâchis! Est-ce que vous avez utilisé cette expression-là? C'est comme Mamadou Dia, c'est comme Blondin, quel gâchis, 26 ans? Oui, il est mort très jeune. Il est mort très jeune, incarcéré et mort à la fleur de l'âge. Je me suis souvent posé la question de ce qu'il serait devenu si il était sorti de prison et qu'il avait repris sa vie comme nombre de ces jeunes de 68. C'est impossible à dire ce qu'il serait devenu. Mais même pour ceux qui sont effectivement morts très jeunes, on parlait de Frantz Fanon, de Malcolm X, ils ont quand même entre guillemets, eu 10 ans de plus. Ils sont morts dans leur trentaine, ce qui en soi est très jeune. Mais Omar Blondin Diop aurait pu, sur ce laps de temps et dans les décennies qui auraient suivi, il aurait pu laisser des traces, des écrits, des combats qu'il aurait continué à porter. Et bien sûr que c'est un gâchis. C'est un gâchis qui continue de peser. Et la question de la réouverture du dossier fait aussi partie de ce deuil qui est incomplet depuis 50 ans. Et il y a un gâchis intellectuel, militant, politique. Et il y a aussi bien ce deuil qui est incomplet et qui, je l'espère, pourra être complet d'ici peu de temps. Et on dit que l'histoire bégaye, cette histoire également bégaye avec la violence dans le champ politique, surtout les opposants. C'est comme si on n'apprenait pas des leçons du passé. Oui, effectivement, il y a une continuité depuis Blondin Diop. Et d'ailleurs, en marge des manifestations de mars 2021, celui qui fut à l'époque ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, avait effectivement évoqué le cas de Blondin Diop comme étant un précédent. Il assurait que depuis Blondin Diop, tous les crimes d'État avaient été éclaircis au Sénégal. Vous voyez donc qu'il y a une continuité claire
avec cette forme de martyr originel entre lui et ceux de ces dernières années. Et je pense que ça pose plus profondément la question des appareils d'État et du rapport que l'État a aussi avec la violence et la légitimité que celui-ci s'octroie. Aujourd'hui, quand on regarde Blondin Diop, est-ce qu'il y a un digne héritier dans le champ politique actuel, Blondin? Ce serait difficile à dire. Je pense que le contexte est différent. Boris nomme par exemple Guy Marius Sagna, par exemple. Sans doute. J'ai vu ça dans la préface. Ouais. Ce serait peut-être celui qui serait le plus proche, effectivement, des idéaux qu'il a portés, de la force de conviction qu'il a. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que, en évoquant Guy Marius Sagna, qui est secrétaire général du FRAPP, que dans le siège du FRAPP, justement, trône un portrait de Omar Blondin Diop comme une sorte de témoin, passage de témoin et filiation historique. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il n'avait pas de coloration politique. Il n'était pas dans une bannière politique. Il militait pour des idéologies qui traversent les frontières, c'était ça? Oui, absolument. Boubacar Boris Diop le rappelle, on ne se souvient pas de Blondin Diop comme étant assigné à une chapelle politique ou à une organisation politique. Il était d'abord engagé pour des idées, pour des convictions, pour des combats concrets aussi, au profit des marginaux, au profit des classes laborieuses. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il transcende aussi les appartenances politiques. Ce n'est pas une figure de parti, mais c'est une figure de conviction et de combat. Au-delà de ce livre exceptionnel, hein, je pèse les mots exceptionnels, qu'est-ce qui est possible de faire pour immortaliser de plus en plus cette figure-là, emblématique, Omar Blondin Diop? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. L'immortaliser dans l'espace public, par un nom de rue, par un nom d'avenue. Le 11 mai devait être autre chose. Oui. Effectivement, le 11 mai devrait être autre chose. Je pense d'ailleurs, le nom de rue, ou en tout cas l'odonyme peut être une idée, mais je pense que son nom, pour une école, pour un institut d'enseignement, aurait toute sa place. Mais au-delà du symbole, qui est un premier pas, c'est raconter son histoire et plus largement celle de cette génération. Et ça passe sans doute par une réforme éducative des enseignements, de l'histoire à la fois au niveau du secondaire, mais aussi du supérieur. Puisqu'aujourd'hui, une des revendications des associations étudiantes qui se sont mobilisées ces dernières années autour de la mémoire d'Omar Blondin Diop le 11 mai de chaque année, c'est effectivement de mieux connaître son histoire. Et c'est de mieux connaître l'histoire de cette génération, puisqu'il y a aussi un fossé de transmission. On a l'impression parfois que l'histoire ne se raconte que par les grandes figures, qui certes ont impacté l'histoire, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi par des figures de la plus petite histoire, mais aussi par l'histoire des idées, l'histoire du mouvement et l'histoire sociale aussi. En tout cas, merci beaucoup pour cette longue quête, Florian Boba. Livre disponible à l'édition Jimsan, cette si longue quête, Vie et mort d'Omar Blondin Diop, préface de Boubacar Boris Diop. Florian Boba, 99, déjà la précocité qui parle un peu d'une figure emblématique marquée par sa vive précocité. Étudiant-chercheur en histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je vous recommande cet ouvrage. Il est immense, 5 longues quêtes, à la fin, un résultat avec ces textes qui retrace la vie et l'œuvre de cette figure emblématique. Merci également à la Noblesse Anoudine qui nous a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.